Bonjour à tous, merci d'être là. Et puis, je tenais à dire que j'étais vraiment très heureuse d'être ici au collège pour vous faire un séminaire sur l'utilisation de la résonance magnétique pour étudier, espionner les batteries. Je me présente, donc je suis Élodie Salagé, je suis chercheure CNRS au laboratoire SEMTI à Orléans et donc spécialisée dans la résonance magnétique nucléaire. Alors, bon, j'ai mis un slide de rappel, vous êtes tous au courant, mais la batterie lithium-ion, au final, si on veut l'étudier et faire un diagnostic, il ne faut pas oublier que c'est un dispositif complexe avec des composants métalliques, le casing, le contenant en inox. Ensuite, on a des collecteurs de courant, on a une électrode positive, une électrode négative qui sont composites avec potentiellement des interfaces, des réactions. Ensuite, on a une interface avec l'électrolyte, également avec possibilité de réaction parasite. Et donc, quand on va vouloir diagnostiquer la batterie, il va y avoir deux façons d'approcher ce diagnostic. La première, c'est de juste détecter les défaillances, donc savoir dire est-ce que cette cellule est fonctionnelle, est-ce qu'elle n'est pas fonctionnelle. Après, il va y avoir une étape intermédiaire qui va dire de quantifier son état de santé, où est-ce qu'elle en est dans sa vie. Et puis, si on veut aller un peu plus loin, il y a la compréhension et l'identification des origines de cette défaillance. Et donc, la résonance magnétique nucléaire, elle peut être utilisée un petit peu pour tout ce genre d'applications, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer là. Alors, qu'est-ce que c'est ? La résonance magnétique nucléaire, ça va étudier une propriété du noyau atomique, d'où le mot nucléaire. Et cette propriété, c'est le spin, qui est une propriété quantique et qui est associée à un moment magnétique. Et donc, on va utiliser cette propriété pour interagir avec les atomes et pouvoir détecter leur environnement et avoir des informations sur ce qui se passe à côté d'eux. Alors, les deux techniques de résonance magnétique nucléaire que vous connaissez probablement peuvent donner, donc la partie spectroscopie va donner une information chimique, où on va avoir plutôt des informations sur l'environnement direct des atomes, les liaisons. Et puis, on peut également l'utiliser pour obtenir une information spatiale, et c'est également une des composantes très connues de la résonance magnétique qu'on appelle l'IRM, pour faire des images. Alors, une des particularités de la RMN, c'est que c'est une technique de volume, c'est-à-dire qu'on va détecter un signal qui va être, avec des petits bémols, proportionnel au nombre d'atomes correspondants. Donc, on va détecter pas uniquement la surface, mais également ce qui est dans le bulk du matériau. On utilise des énergies qui sont très basses, de l'ordre du microélectronvolt. Donc, en général, on ne dégrade pas les échantillons, on va pouvoir les étudier sans les abîmer. Et de par le côté sélectif de l'atome, on va pouvoir étudier des isotopes spécifiquement, donc soit les atomes d'hydrogène, des atomes de lithium-6, des atomes de lithium-7, des atomes de fluor, des atomes de phosphore. Donc on va également avoir une sélectivité de ce côté-là. Alors la RMN, c'est un outil d'analyse qui est quand même très, très large, depuis les années 40 où les premiers phénomènes ont été découverts. Il y a eu une explosion d'applications. C'est utilisé en chimie plutôt pour le côté détermination de structure, en biologie pour étudier les protéines et la dynamique des protéines, en médecine plutôt le côté imagerie et aussi du côté physique pour, par exemple, tout ce qui est étude des sols et compréhension de la rhéologie. Et donc, en fait, c'est utilisé dans tous ces domaines parce qu'on va pouvoir étudier soit la structure, soit la dynamique, donc sur des gammes de temps qui sont assez larges. Et comme je vous l'ai dit, on va pouvoir utiliser la spectroscopie et l'imagerie. Donc, on va pouvoir s'intéresser à des dispositifs entiers ou à spécifiquement une électrode ou un électrolyte. Et donc, aujourd'hui, je vais plutôt m'intéresser sur le côté in situ, donc étudier le dispositif entier pour faire du diagnostic. Alors, juste en pratique, comment est-ce qu'on fait la RMN ? Donc, on va placer l'échantillon dans un champ magnétique intense qui est créé par un aimant supraconducteur. Donc, ce champ magnétique est constant. A priori, pas d'effet particulier puisqu'il est statique, il ne varie pas avec le temps. Et puis, on va passer l'échantillon donc, au centre de l'aimant, ici, dans une sonde donc, qui ressemble à peu près à ça, avec une petite bobine.
Et avec un spectromètre, on va créer un champ électromagnétique variable dans la gamme des radiofréquences qui va être généré par cette petite bobine. Donc on crée un courant très fort, amplifié de l'ordre du kilowatt maximum, qui va venir ici circuler dans cette bobine et donc qui va générer un champ magnétique oscillant induit qui va interagir avec le moment magnétique des atomes. Et donc on va perturber les atomes et l'effet de cette perturbation par ce champ résonnant va ensuite être mesuré par la même bobine. Donc cette bobine ici va servir à perturber les atomes, puis à écouter comment ils répondent. Et donc cette réponse, on la mesure sous forme d'un signal de précession libre. Donc c'est un signal qui va osciller avec le temps et revenir à un équilibre avec un signal nul. Et donc cette oscillation est caractéristique de l'atome qu'on étudie et du champ qu'on applique. Donc par exemple, sur un 4,7 Tesla, le lithium, sa fréquence principale ici sera de 77 MHz. Un atome d'hydrogène sera à 200 MHz. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de cette fréquence principale, on va avoir des petites variations de fréquence qui vont être liées à l'environnement chimique de l'atome. Donc c'est lié typiquement aux électrons, au nuage électronique qui est autour de la molécule. Donc là, c'est un exemple de RMN du proton sur une petite molécule organique. Et vous voyez qu'on va avoir un pic différent pour chacun des atomes de protons. Bon, là, ici, ça, c'est ce que probablement vous avez tous vu à un moment dans votre cursus, la RMN de l'hydrogène appliquée pour les molécules à l'état liquide. Nous, ce qu'on va faire, c'est un petit peu différent. C'est qu'on va essayer d'étudier une cellule entière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au centre de l'aimant, ici, on va placer la cellule électrochimique. On va la connecter à un galvanostat pour pouvoir la charger et la décharger. Et en même temps, on va avoir la petite bobine que je vous ai montrée avant autour de la cellule pour pouvoir effectuer de la RMN. Alors, l'avantage, c'est qu'on fait des mesures en temps réel. Donc, on peut faire soit in situ, soit opérando, donc soit avec in situ le dispositif entier qu'on n'a pas besoin d'ouvrir, soit opérando avec le courant qui passe dedans. On va pouvoir faire de la quantification, puisqu'on va être toujours sur la même cellule, donc on va pouvoir regarder des variations relatives. Et on va également pouvoir étudier des phénomènes transients qui sont, c'est bien connu, difficiles à mesurer s'il faut ouvrir la batterie. Et donc vraiment, ce qui va être critique dans notre cas, c'est la résolution. On va toujours essayer d'avoir la meilleure résolution possible, soit spectrale pour avoir l'information structurale, soit spatiale si on est intéressé par des phénomènes qui se passent à certains endroits spécifiques de la batterie, et également temporelle. Et donc cette résolution temporelle, elle va être liée également à la sensibilité de la technique. Et donc l'ARMN, c'est souvent contre cette résolution temporelle qu'on va se battre. C'est une méthode, puisqu'on utilise des énergies assez faibles, qui est relativement peu sensible. Et donc on va toujours, vous allez voir, être un peu limité ici au niveau résolution temporelle, et c'est là-dessus qu'il y a eu pas mal de développement ces derniers temps. Alors tout à l'heure, je vous ai montré un spectre de RMN du proton. Et donc ici, je vous ai mis la gamme de déplacement chimique pour le lithium-7. Donc typiquement, le lithium, ce qu'on appelle diamagnétique, c'est-à-dire les sels de lithium, chlorure de lithium, fluorure de lithium, carbonate de lithium, vont tous être dans la gamme plus 1, moins 1 ppm, ici. On va avoir par exemple les composés d'intercalation du graphite qui vont aller un petit peu plus loin, à peu près jusqu'à 50 ppm pour les phases les plus denses. Le lithium métallique, lui, va se retrouver aux environs de 250 ppm. Donc ici, là, le déplacement chimique, la position du pic correspondant au lithium métallique va dépendre de l'effet de l'interaction des électrons de conduction dans le lithium avec l'atome de lithium. C'est pour ça qu'on a des chiffres plus grands. Et puis ensuite, on a toute la gamme des métaux de transition, où les électrons non appariés des métaux de transition vont avoir un effet drastique sur la position du pic de l'atome de lithium qui est à proximité. Donc du coup, là, je vous ai mis l'exemple ici donc, des matériaux lamellaires. On va avoir typiquement, en fonction de la géométrie et de la distance
aux éléments de transition. Donc ici en gris, j'ai mis des atomes de manganèse, et en bleu, les atomes de lithium. En rouge, les oxygènes en tout petit pour permettre de bien les visualiser. Donc dans ces structures lamellaires, on a des plans de lithium et on a des plans de manganèse. Et donc pour Li2MnO3, on a également des substitutions de manganèse par un atome de lithium. Et donc on va avoir un shift, un déplacement chimique très différent de l'ordre de 1500 ppm pour le lithium qui est dans ces plans de manganèse ou pour le lithium qui va être dans les plans lithium. Donc on va pouvoir avoir une information ici structurale sur les matériaux. Alors, à savoir que du coup, ces positions ici dépendent, comme vous pouvez le voir, du degré d'oxydation du manganèse aussi. Donc quand vous allez cycler une batterie, quand vous allez la charger et la décharger, les degrés d'oxydation vont changer, et donc ces shifts vont changer également. Et c'est un peu tout l'intérêt, toute la richesse de la RMN pour étudier les composés d'électrodes positives. Alors maintenant, quels sont les challenges quand on veut faire de la RMN in situ? La première, c'est qu'on a des conducteurs et qu'on est en train de travailler avec des champs magnétiques variables. On va avoir un problème avec le contenant. Le contenant est un conducteur et va donc bloquer les champs qui sont variables dans le temps, les champs radiofréquences. Donc ça va un peu isoler notre batterie et donc on va avoir besoin d'utiliser des contenants qui sont peu magnétiques, peu conducteurs, puisque le champ excitateur sinon va être bloqué et on n'aura pas de signal. On a les collecteurs de courant qui vont déformer le signal. Donc ici, vous avez le signal de l'électrolyte avec différents types de collecteurs de courant. Donc vous pouvez voir qu'on a des distorsions ici qui sont liées aux collecteurs de courant. Et donc ici, c'est une étude qui avait été faite en 2014 sur des pouches. Et donc vous pouvez voir qu'entre un pouch plastique simple ou un pouch aluminisé, on a une division par 2 du signal. Et donc ça, effectivement, ça va limiter notre sensibilité et donc limiter notre résolution temporelle. Et donc ici, vous avez aussi l'effet du collecteur de courant en cuivre. Le challenge d'après, c'est la résolution. Donc là, vous voyez sur typiquement Li2ROS3, un composé qui est cher à Jean-Marie Tarascon. Vous pouvez voir que vous avez donc les deux pics principaux dont je vous ai parlé, lithium dans les feuillets lithium et lithium dans les feuillets ruthénium. On peut les visualiser, mais à condition de mettre la poudre dans un petit rotor de diamètre 1,3 et de le faire tourner à un angle spécifique pour obtenir cette résolution. Alors on peut comparer avec l'électrolyte liquide qui fait un pic très très fin, vous voyez là, de quelques ppm. Et puis quand on va faire en statique, en in situ, on va avoir un pic très large et on perd toute cette résolution. Donc un des challenges que vous allez voir ici dans la RMN in situ, c'est qu'il va falloir qu'on arrive à trouver d'autres façons de quantifier les variations de structure dans l'électrode, dans la batterie, au fur et à mesure du cyclage. Et puis je finis, avant de passer aux exemples, l'autre difficulté, ça va être la superposition des signaux. Donc on va avoir, par exemple, dans une batterie avec une cathode, du lithium métallique et de l'électrolyte, on va avoir un pic fin ici pour les ions lithium qui sont dans l'électrolyte et la SEI. On va avoir ce pic large qui est lié à la cathode et on va avoir un pic fin qui est lié au lithium métal. Donc vous pouvez voir que le lithium métal est quand même assez fin. Donc c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié par RMN. Et on va également avoir des effets d'orientation suivant comment est-ce qu'on place la cellule. On n'obtient pas non plus le même spectre. Et donc il faut à chaque fois bien vraiment caractériser le matériau et la batterie. Alors les toutes premières études, donc ça a été en 2003 pour étudier des carbones durs. Là je vous ai pris l'exemple de 2006 pour des carbones graphitiques. Donc l'idée ça a été d'utiliser une pouch cell type Belcore qui a été mise donc dans l'aimant RMN. Et donc de suivre en fonction du temps. Donc vous avez la suite de spectres en fonction du temps, en charge puis en décharge. Et donc on va voir apparaître tout d'abord un pic ici qui correspond au premier stade d'intercalation du lithium dans le graphite. Et on peut suivre le shift ici, le déplacement chimique ici. Et puis ensuite on peut suivre l'arrivée des stades plus denses. Et ensuite voir qu'on a quelque chose de très réversible en décharge. Donc ça, c'est une première application. C'est l'étude des mécanismes vraiment dans l'électrode, en charge, en décharge, en se plaçant en demi-cellule.
Ça a également été fait sur le silicium. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est que vous savez qu'à pleine décharge, on a cristallisation d'une phase Li15Si4. Cette phase n'était pas visible en ex situ. Et donc, en faisant l'étude en RMN in situ, on peut voir apparaître ce pic et on peut suivre son évolution en fonction du temps. Alors là, ça a été fait en ex situ, mais on peut suivre son évolution en fonction du temps et étudier, par exemple, l'effet du binder sur l'évolution de cette phase. On peut également faire ça sur des nanophiles de silicium. Et donc ça, c'est une étude que j'avais faite quand j'étais en postdoc chez Claire Gray, où on avait fait des caractérisations justement en DQDV pour bien voir tous les phénomènes qui ont lieu. Et on détectait deux phénomènes. Donc ici, le phénomène qui est relié habituellement à la recristallisation du Li15Si4. Et puis un deuxième phénomène ici, qu'on pouvait voir par RMN, mais qu'il a fallu visualiser en faisant une décharge potentiostatique, donc en se posant vraiment en faisant des paliers de tension très faibles, pour permettre ainsi de bien séparer ces phénomènes. En fait, si jamais on faisait une charge et une décharge galvanostatique, on avait mélange de tous ces pics et même l'apparition du signal classique de la recristallisation en charge. Donc on a aussi ces effets cinétiques qui peuvent être suivis par la RMN in situ. On va pouvoir étudier en fonction du protocole de charge ou de décharge les évolutions et les temps auxquels ils apparaissent. C'est quelque chose aussi qui peut se faire sur des batteries silicium-germanium, et ça a été fait dans le cadre du RS2E. Et on peut faire du suivi ici donc, en faisant des étapes à tension constante pour voir dans quelle mesure ces composés sur lithier se développent. Et ensuite, on peut faire des étapes de circuit ouvert pour voir leur évolution. Et donc ici, on voit que quand on part des phases cristallines dans la première décharge, on n'a pas le même comportement en OCV que dans la deuxième décharge, où si on attend, on voit cette autodécharge s'effectuer et on voit cette phase sur lithier disparaître au bénéfice de la phase Li15SiGe4. On peut également faire des combinaisons in situ ex situ. Donc ça, c'est aussi une application sur ces composés. Donc c'était au tout début de l'étude du redox anionique. Et en mesure ex situ, on avait des comportements assez surprenants où le composé à 4 volts avait une signature électrochimique très différente du composé à 4,7 volts. Alors on ne comprenait pas trop, on n'était pas sûr, on ne savait pas si c'était une dégradation, une évolution due à la mesure ex situ ou pas. Donc ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a effectué les mêmes mesures en in situ. Alors vous voyez, la résolution, là, n'est pas du tout la même. Hein. On a ici le pic du lithium métallique, ici le pic de l'électrolyte, et ici une grosse bosse qui correspond en fait à ce qu'on avait en ex situ. Et donc vous voyez qu'en charge, donc on part du bleu, on va jusqu'au rouge. On voit qu'on a une diminution d'intensité, un élargissement, et puis ensuite ici, là, dans cette zone-là, on voit une augmentation de signal, qui correspond exactement avec ce qu'on avait vu en ex situ. Et donc en faisant un suivi, on peut voir donc effectivement ce qu'on avait observé était bien réel, donc c'est bien confirmé. Et on peut aussi étudier, comparer les premières décharges et deuxièmes décharges pour voir qu'on a des chemins réactionnels différents. Alors maintenant, si on va sur les côtés plus appliqués, où on peut regarder la dégradation des batteries. Donc là, je vous ai mis un schéma qui résume un peu toutes les possibilités de dégradation dans les batteries. Et ce que je voudrais ici vous présenter un peu plus, c'est la partie dépôt de lithium et formation de dendrites qui sont plus développées en charge rapide et à basse température. Alors, les premières études qui ont été faites, c'est toujours avec cette même idée, c'était de regarder des pouch cells directement, placés dans une sonde RMN, donc là en demi-cellule, en cellule entière, LiCO2 graphite, et donc c'était une étude qui avait été faite en surcharge. Donc l'idée c'était de passer
à 170% de la charge complète. Et donc évidemment, on sature le graphite et on commence à déposer du lithium sur la cellule, sur l'électrode négative. Donc ici, au lieu d'avoir simplement la signature du LiCOO2, qui est quelque chose de très large dessous, du lithium dans la SEI et dans l'électrolyte et du graphite lithié, on a un pic supplémentaire qui correspond au lithium métallique. Et ensuite, on peut étudier son évolution avec le temps. Donc ici, là, c'est juste en circuit ouvert. On voit qu'il va avoir une réaction chimique spontanée. Et en étudiant avec attention l'intensité du signal du graphite, on peut voir qu'en fait, au moins une partie du lithium métallique réagit avec le graphite pour finir de le lithier. Et donc il y a eu toute une série d'études où justement les effets de glissement de tension, de température en se plaçant à la fin de charge uniquement ont pu être faites. Et puis plus récemment, l'année dernière, avec un design un petit peu différent, donc c'est ce qu'ils appellent des cellules capsules. Donc ici vous placez les électrodes, donc des petits rectangles d'électrodes les uns au-dessus des autres. Donc c'est le même principe qu'une coin cell au final. Et donc refermés avec un petit manchon qui les maintient en contact. Il y a eu une étude de l'effet de la température, donc avec une électrode NMC 811 et du graphite. Et donc Katharina Merker a pu montrer qu'à partir de 10 degrés, en pleine charge, donc il y avait un protocole avec une charge galvanostatique, puis un maintien de tension avant la décharge, on avait effectivement apparition dépôt de lithium à 10 degrés déjà, pour des charges de l'ordre de C sur 1,5. En descendant en température, ça devient un peu moins visible parce que de par la RMN, les pics s'élargissent. Mais ce qui était intéressant également et qu'ils ont pu observer, c'est que même après être revenus à 25 degrés, ils avaient toujours du dépôt de lithium à pleine charge. Donc là, il y a eu une dégradation qui était liée à ce passage à basse température. Et donc après, maintenant, je pense que tout ce qui va être le grand challenge, ça va être d'arriver justement à développer des modèles et à relier ces observations avec ce qui s'est passé à basse température. C'est un peu aussi ce qu'on essaye de faire ici au SEMTI. Donc on a développé une cellule un peu différente de type Swedge-Lock, où a priori on peut appliquer un peu plus de pression que sur les design pouch. Et donc on a un design de sonde qui nous permet de descendre jusqu'à moins 15 degrés maintenant. Donc la cellule est placée verticalement dans l'aimant. Elle est connectée pour pouvoir être chargée et déchargée. Et donc ce qu'on a essayé de faire, c'est donc vraiment travailler sur la sensibilité. Alors j'ai oublié de vous dire, mais ici la résolution temporelle est de 10 minutes. Donc on va avoir un point toutes les 10 minutes. On a vraiment travaillé sur la sensibilité pour pouvoir améliorer la résolution temporelle et pouvoir faire un spectre toutes les minutes. Et donc dans ce cas-là, on s'est intéressé typiquement à l'air du lithium métallique et à son évolution à basse température. Donc là, on fait des charges assez rapides à 2C. Donc dans notre cas, elles durent quelques secondes en fait à cause des effets de surtension. Et donc quasiment toute la capacité vient de l'étape de maintien à tension constante. Et donc on peut voir qu'à 0 degré, on a tout de suite dépôt de lithium sur le graphite. Et ensuite, on a gardé une période de circuit ouvert, donc qui simulerait en fait typiquement une voiture qu'on charge la nuit et puis qui va rester en attente jusqu'au matin. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a réaction partielle du lithium métallique, mais pas complète, et surtout que ce lithium est accessible en décharge. C'est-à-dire qu'on va avoir une dégradation ici, mais qui est réversible sur les premiers cycles, et puis ensuite qui petit à petit va conduire à du lithium qui reste accumulé et qui reste présent dans la batterie. Donc maintenant, ça c'était le côté plus spectroscopie, où on va utiliser le déplacement chimique pour avoir l'information vraiment sur la structure, ce qui se passe au sein du matériau. L'autre possibilité, pour vraiment avoir une information, c'est d'utiliser l'information spatiale. Alors pour ça, on utilise à peu près le même setup. On peut, dans notre laboratoire, on peut le faire en utilisant une sonde qui
va rajouter ce qu'on appelle des gradients de champ magnétique pulsé. Donc cette fois-ci, on va rajouter un champ statique qui va être dépendant de la position dans l'espace. Et ça va nous rajouter une dépendance dans les fréquences qui contient cette information spatiale. Et par transform Fourier, on peut obtenir une image, c'est-à-dire une densité d'atomes. Alors ce qui est le plus connu, hein, c'est l'IRM, où on va pouvoir faire des tranches comme ça du cerveau. Donc là, ici, on étudie les atomes d'hydrogène qui sont dans les tissus mous. Et donc, on va pouvoir avoir des très bonnes résolutions. Et donc, si on s'intéresse au liquide, alors je ne vais pas parler des coefficients des mesures de coefficients de diffusion, mais effectivement, ça a été fait dans le groupe, notamment de Gillian Goward, qui a fait énormément de mesures et de simulations pour faire ces mesures in situ. Là, j'en ai choisi une qui mélange la spectroscopie et l'imagerie. Donc, vous voyez ici, en fait, on a des profils de concentration. Donc, on a, là, c'est une cellule modèle, hein, une cellule symétrique, lithium métallique, avec l'électrolyte au milieu. Donc, on a quand même 8 mm d'électrolyte. Et donc, ici, on fait un profil de concentration. Donc, ce n'est pas une image en 3D, c'est une image où on va projeter, selon un plan vertical, la densité d'atomes à chaque endroit. Donc, au début, vous voyez qu'on a, vous avez ici l'intensité, ici la position. On a à peu près la même intensité de lithium partout dans la cellule, ce qui est normal quand elle est au repos. Il n'y a pas de raison que les concentrations soient différentes en bas et en haut de l'électrolyte. Et ensuite, on applique un courant donc, qui va consommer du lithium à l'électrode supérieure, et on commence à voir apparaître des gradients de concentration jusqu'à un point où on va être complètement vidé d'ion lithium à l'interface avec l'électrode positive. Et donc, comme vous le savez sans doute, ça va être lié à l'apparition de dendrites. Et donc, on peut le visualiser avec des cartes qui vont cette fois-ci, en abscisse, présenter le déplacement chimique et en ordonnée, présenter la position dans l'espace. Donc là, vous voyez la première image, on est dans la gamme de déplacement chimique du lithium métallique. Et donc, on voit qu'à peu près à la position moins 4 mm, on a un pic qui correspond au déplacement chimique du lithium métallique, et à plus 4 mm, un pic qui correspond au déplacement chimique du lithium métallique de l'électrode supérieure. Quand on polarise la cellule, on voit apparaître une intensité supérieure, puisqu'on dépose du lithium métallique à cet endroit-là. On voit aussi que le déplacement chimique se décale vers les positions plus intenses, et donc ça, c'est signe d'une morphologie différente. Donc ça, c'est un des atouts aussi de la RMN, c'est que pour le lithium, on va dépendre aussi de la morphologie. Et donc, au fur et à mesure de la charge, donc on voit qu'on a de plus en plus de lithium. On fait du lithium sous forme de mousse. Et puis ici, pour ce temps donné, on va vraiment avoir apparition, donc vous voyez, de dendrites, c'est-à-dire que le lithium commence à se déposer également dans l'épaisseur, dans l'électrolyte, en direction de l'électrode négative. Donc ça permet de faire un lien entre la concentration d'électrolytes et l'apparition de dépôts. Et donc dans cet article, vous avez toute une modélisation avec la limitation par le transport de masse et les modèles de Sand. Et donc en faisant varier la densité de courant, on peut montrer que pour des densités de courant relativement faibles, le profil change très peu. Et on a quand même apparition de dendrites, donc ça, ce n'est pas limitation par transport de masse, donc ça donne des informations supplémentaires. L'hypothèse, c'est que c'est la SEI qui n'est pas complètement homogène, et donc, du coup, que ça favorise des nucléations. Et puis, pour des courants beaucoup plus forts, on voit effectivement qu'on a apparition de dendrites quand on a des pressions au niveau de l'électrode, et ça colle bien avec les modèles de Sand. Alors après, il y a d'autres applications qui ont été faites d'imagerie. Donc là, c'est dans le groupe de Gillian Goward, où donc on va pouvoir essayer de regarder ce qui se passe. Donc ici, c'est une électrode de graphite en face d'une électrode de métal, et essayer de voir. Donc c'est des électrodes épaisses. Hein, là, on est avec 300 microns d'épaisseur. Essayer de regarder ce qui se passe au sein de l'électrode de graphite. Donc on a des pics relativement fins. On peut faire de l'imagerie. Et donc, ce qui est observé, c'est donc ici, l'idée, c'est de faire une alternance imagerie-spectroscopie. Donc, une mesure d'image, une mesure de spectre, une mesure d'image, une mesure de spectre,
Avec la mesure d'image, on a une densité d'atomes, et avec le spectre, on a le type d'environnement dans lequel ces atomes sont. Donc ça permet de faire des quantifications relatives, mais ce n'est pas évident parce qu'on va avoir des effets de relaxation qui font qu'on a du mal à être très, très précis sur les quantités. Au niveau application, on peut également regarder des batteries tout solides. Donc là, ici, c'était une électrode, un oxyde LLZTO. Et donc ici, ce qui a été observé, donc de nouveau, vous avez une carte qui corrèle le déplacement chimique avec la position. Et donc vous avez les signatures pour le lithium métallique, donc l'électrode d'en haut, l'électrode d'en bas. Et puis celui-ci, qui contient du lithium, donne un signal très large, et parce que très intense, dans la gamme de 0 ppm. Et donc ce qui a été observé, c'est qu'après des polarisations dans un sens puis dans l'autre, il y avait effectivement apparition de lithium métallique à travers le séparateur, donc des dendrites qui poussent, enfin des dendrites ou des filaments qui poussent à travers l'électrolyte solide. Et ça a pu être observé justement et étudié au cours du temps, mais vous voyez qu'on a quand même une résolution temporelle qui n'est pas énorme. Alors une autre possibilité, c'est d'essayer de regarder les électrodes elles-mêmes. Si on essaye de faire la même chose que ce que je vous ai montré avant, donc une corrélation déplacement chimique avec la position sur une batterie avec un oxyde de lithium de titane, un oxyde de lithium et de cobalt, en fait, on n'a pas du tout de signal qui viennent ni de l'électrode positive ni de l'électrode négative. Ce sont des composés qui sont trop paramagnétiques. Et donc, on va voir uniquement l'électrolyte liquide qui est dans la batterie. Et donc, c'est un développement qu'on a fait au CEMTI où on est allé chercher vraiment les gradients pulsés les plus intenses. On a développé une méthodologie et on a réussi comme ça à obtenir, alors dans le cas des électrodes épaisses, on avait des électrodes qui faisaient 400 microns. La résolution maximale qu'on peut atteindre, c'est une centaine de microns sur ces composés. Mais on peut arriver à avoir des spectres correspondant à des tranches dans la batterie et donc de suivre ce qui se passe au sein de ces électrodes épaisses avec le temps. Et donc si vous regardez, ici on a une charge, puis une décharge, encore une charge et une décharge. Et ici on a tracé la largeur du pic, donc c'est ce qu'on arrive à voir en in situ, pour 4 tranches à l'intérieur de l'électrode négative et 4 tranches à l'intérieur de l'électrode positive. Et donc ce que vous pouvez voir, c'est que l'électrode positive se comporte de façon relativement homogène. Elle se lite et elle se délite partout pareil. Par contre, pour l'électrode de LTO, on a observé des variations avec une lithiation qui commence d'abord sur l'électrode, sur la partie de l'électrode qui est en contact avec l'électrolyte, et ensuite un retard à la lithiation pour la partie de l'électrode qui est en contact avec le collecteur de courant. Et donc à partir de ces gradients de lithiation, on va avoir une information sur ce qui est limitant. Puisqu'on litie d'abord ce qui est à l'interface, ça veut dire qu'on est limité par la conduction ionique à travers l'électrode et pas par la conduction électronique. Si notre gradient de lithiation avait été inverse, on aurait pu en déduire qu'on avait une limitation par conduction électronique. Donc ça, c'est un moyen de diagnostiquer des électrodes épaisses et de savoir dans quel sens modifier les formulations, par exemple. On a travaillé également à l'amélioration de la résolution temporelle pour aller un peu plus vite. Donc là, cette fois-ci, on peut faire une mesure toutes les 23 minutes en regardant seulement les deux tranches extrêmes pour les électrodes. Et là, ce qui a été intéressant, c'est qu'on s'est aperçu, donc là, on faisait un régime de charge de C sur 10, on s'est aperçu que l'électrode positive également présentait un gradient quand on faisait ces mesures plus rapides. Et donc là, en fait, on a une limitation ionique pour les deux électrodes, et en fait, ça vient du fait que les protocoles de charge n'étaient pas tout à fait les mêmes. Dans celle d'avant, vous pouvez le voir ici, on faisait une petite charge, et puis on se mettait en circuit ouvert pendant la mesure, parce que la mesure durait 3 heures. Donc on voulait une électrode, une batterie qui soit à l'équilibre pour pas qu'il y ait d'évolution pendant la mesure. Une fois qu'on a pu faire des mesures en 23 minutes, là, on ne s'est pas embêté, on a fait une charge classique et on a fait les mesures au fur et à mesure.
Et en fait, c'est de là que vient la différence. Si cette fois-ci, maintenant, avec la résolution temporelle qu'on a, on fait ce protocole de charge puis circuit ouvert, on voit qu'en fait, on a bien un gradient de lithiation au sein de l'électrode, mais ce gradient disparaît au cours du temps pendant cette période ici de repos. Donc ça permet également de regarder des protocoles de charge différents, observer au sein des électrodes ce qui va se passer, et par exemple de proposer des repos à demi-charge pour permettre de donner le temps à l'électrode de s'homogénéiser, par exemple. Alors maintenant, je voudrais vous présenter des choses un peu transversales qui ont été faites notamment par le groupe d'Alexei Gershov à New York, où ils sont partis plutôt sur l'imagerie utiliser l'imagerie de l'électrolyte, donc l'électrolyte liquide, qui est plus facile à faire par RMN, et où donc on va s'intéresser vraiment au liquide et où on va avoir une bonne résolution du liquide. Et ils l'ont utilisé comme un négatif, c'est-à-dire qu'ils ont fait les images, et puis vous pouvez voir ici, donc en gris, c'est le signal de l'électrolyte liquide, donc des atomes d'hydrogène dans l'électrolyte liquide, puisque le carbonate d'éthylène et le diméthylcarbonate d'éthylène contiennent des atomes d'hydrogène. Donc vous voyez qu'au début, on en a partout, et puis dans une cellule symétrique lithium-lithium qui est polarisée, et puis au fur et à mesure, vous voyez qu'il y a des zones sans signal. Et donc ils utilisent cette information. S'il n'y a pas de signal d'électrolyte liquide, c'est qu'il y a eu formation d'une dendrite. Et donc c'est comme ça qu'ils ont pu reconstituer, alors si j'y arrive, voilà, ils ont pu reconstituer en négatif, en fait, l'ombre des dendrites dans la cellule, et donc pouvoir étudier la façon dont elle croît au cours du temps dans cette batterie symétrique. Et puis ils ont poussé cette approche un peu plus loin, et ça rejoint un peu ce que Jean-Marie a montré à la fin de son cours. Ils ont placé une pouch cell dans un cylindre qui contient 2 poches d'eau. Et ils ont fait l'image des poches d'eau. Alors, s'il n'y a pas de batterie, l'image des poches d'eau, ça va être 2 rectangles bleus. Plus exactement, ça devrait être deux rectangles blancs, très homogènes. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la batterie, parce qu'elle a une susceptibilité magnétique inhérente, elle contient des composés qui sont paramagnétiques, des électrodes, des collecteurs de courant, etc. Ça va générer un champ magnétique et ça va perturber le champ magnétique qui est créé par l'aimant RMN. Et donc, on peut ainsi avoir une signature du champ magnétique généré par la batterie qui va être spécifique de la cellule. Donc, ils ont comparé 2 cellules. Ici, c'est une cellule commerciale lithium polymère, donc a priori oxyde de cobalt et de lithium graphite. Et vous voyez que la perturbation du champ magnétique ici autour de la batterie, donc dans ces poches d'eau qui sont placées autour de la batterie, sont complètement différentes de ce qu'ils obtiennent avec des cellules qu'ils ont fait dans l'unité de prototypage qui est rattachée à leur laboratoire. Et donc ainsi, ils ont des signatures qui sont spécifiques aux cellules avec des résolutions qui sont de l'ordre de 400 microns dans le plan ici et de 1 mm verticalement. Et surtout, ils peuvent faire une mesure en 2 minutes et demie en utilisant le fait qu'ici, ils regardent des atomes d'hydrogène qui ont des temps de relaxation très courts. Donc ils peuvent accumuler énormément de signal. Et donc là, ce qui a été intéressant derrière, c'est qu'ils ont utilisé ça comme une empreinte en fait, des cellules pour caractériser des défauts. Donc la cellule en bon état donne une signature de ce type-là. Et puis ils ont fabriqué des cellules avec l'électrode repliée à l'intérieur, une électrode qui manque, des morceaux qui ont été laissés à l'intérieur. Et donc ici, ils se retrouvent avec une base de données en fait, sur laquelle on peut utiliser tous les outils statistiques. Alors bon, là, il n'y en a pas encore énormément, mais et donc notamment des analyses en composantes principales, pour arriver à ségréger les cellules en bon état des cellules qui ont des défauts. Et donc, ils peuvent même identifier quel type de défaut elles vont avoir. Donc là, c'est un côté vraiment plus caractérisation rapide et à gros volume de cellules. On peut aller plus loin et
et cette fois-ci faire passer les courants dans la batterie, puisqu'elle est ici, elle est dans des conditions tout à fait standards, hein, elle est juste insérée dans un petit container. Et donc on peut étudier l'effet de la vitesse de charge. Donc on peut regarder la perturbation. Donc là, du coup, effectivement, on a des courants qui circulent dans la batterie qui est dans la zone blanche ici. Et donc ces circulations de courants vont générer un champ magnétique induit qui va venir perturber le signal RMN ici. Et donc en faisant des analyses statistiques de la perturbation du signal, on a également des empreintes caractéristiques de ce qui se passe dans la cellule en fonction de la vitesse de charge. Et donc pour finir, je voulais vous présenter aussi un petit peu la complémentarité RMN-RPE. Donc résonance magnétique, résonance paramagnétique électronique. Donc la différence entre les deux, c'est vraiment des cousines, hein. La différence entre les deux, c'est que dans le cas de la RPE, on va étudier le moment magnétique de spin qui est associé à l'électron, alors que dans la RMN, on va étudier l'atome. Donc on a besoin de champs magnétiques moins intenses, donc c'est typiquement des électroaimants, et on travaille à des fréquences qui sont beaucoup plus élevées. Donc là, on est de l'ordre du gigahertz, alors que pour la RMN, on va être de l'ordre de la centaine de mégahertz. Et ce qui est intéressant, en fait, en particulier, c'est que typiquement, la RMN va être complètement aveugle là où il y a des électrons non appariés, sur vraiment les métaux de transition, mais va pouvoir mesurer les atomes de lithium ou éventuellement d'oxygène qui sont à côté. Et ça va être l'inverse pour la RPE, c'est-à-dire que la RPE va vraiment détecter les métaux de transition qui contiennent les électrons non appariés, mais va être aveugle pour les atomes qui n'ont pas d'électrons non appariés. Alors, on avait fait une première étude donc avec une cellule assez similaire à ce que je vous ai présenté avant au niveau de la cellule SEMTI, où on avait étudié les redox anioniques. Donc on peut effectivement voir qu'on forme du ruthénium 5 sur le premier plateau et qu'ensuite il disparaît et on a signature de composés type superoxyde à pleine charge. Alors il y a eu des choses qui ont été faites également en imagerie RPE, hein, puisque c'est vraiment la cousine de la RMN. On peut également appliquer des gradients de champ magnétique et donc avoir des informations spatiales. Et donc ici, ils avaient fait, alors c'est des caractérisations ex situ, mais il y avait eu une grande étude qui avait été faite sur l'influence sur le lithium métallique et son orientation dans le champ. Donc on est sensible essentiellement aux petites particules et aux rugosités de surface. Et puis il y avait eu une caractérisation ex situ d'un séparateur à travers lequel il y avait eu une dendrite de lithium. Et on peut effectivement bien la visualiser. On a essayé d'effectuer également ça, donc ici sur des cellules symétriques lithium-lithium. Vous pouvez voir, vous avez ici les feuillets de lithium métallique. Et donc on polarise dans un sens, on dépose du lithium sur l'électrode d'en bas, et on polarise dans l'autre sens et on redépose du lithium sur l'électrode d'en haut. Alors vous voyez qu'on n'a pas quelque chose qui est complètement homogène, et c'est en lien avec ce qui est présenté ici, c'est-à-dire qu'on va être sensible surtout aux bords et aux rugosités de surface. Mais c'est ça qui est intéressant parce que ça veut dire qu'on va être sensible à ce qui est déposé en surface du lithium, donc au dépôt de mousse de lithium ou de dendrites de lithium. Et donc là, ici, on a essayé cette approche que je vous ai présentée avant, qui est de mélanger la dimension spectrale, ici, pour la RPE, avec la dimension spatiale. Et donc de visualiser ici, donc là, ici, vous voyez, on a quelque chose qui est très symétrique au niveau du signal. Donc on regarde des amplitudes, c'est pour ça que vous avez un creux au milieu. Donc on a deux électrodes identiques, et puis quand on charge, on voit qu'on a un décalage, ça c'est lié à la mesure, à la fréquence de référence, mais vous pouvez voir que la partie en surface de l'électrode de lithium est légèrement décalée par rapport à celle d'au-dessus, ici. Et puis dans l'autre sens également, elle est légèrement décalée par rapport à celle d'en dessous. Et donc ça, c'est aussi caractéristique de la structure électronique du lithium en surface et à sa géométrie. Et donc on va pouvoir aussi sortir des informations sur la taille des particules et la morphologie du lithium qui se dépose. Et alors plus récemment, il y a quelque chose qui a été présenté, combinaison RMN-RPE sur une batterie redox flow. Donc là, l'idée, c'est de faire de l'online, de la mesure online, c'est-à-dire qu'ici, vous avez la batterie redox flow, et puis vous avez
le catholyte ou l'anolite qui va aller passer dans le spectre RMN pour faire une mesure. Et donc c'est assez intéressant parce que là on voit bien la complémentarité RMN-RPE. Donc ici vous avez le spectre RMN donc sur la dihydroanthraquinone, le spectre RMN donc en décharge, en charge. Donc vous voyez qu'on part au début ici de ce composé, et puis on a une période, alors en fait il y a un petit peu de signal mais très très faible, où on voit quasiment rien, pour arriver ensuite à la version 4-, qui est bien visible en RMN. Et en RPE, ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'au début, on n'a pas d'électrons non appariés, donc on n'a pas de signal en RPE. Par contre, au niveau des intermédiaires réactionnels qui apparaissent ici, on a effectivement ce radical ici qui est formé, et on observe sa signature en RMN, ici, en décharge et en charge. Donc là, on a vraiment quelque chose qui permet d'avoir cette information supplémentaire sur les zones aveugles en RMN. Et puis la dernière application qui, je pense, va être prometteuse pour les applications in situ, c'est l'utilisation de la DNP, donc la polarisation dynamique nucléaire. Donc là, ici, ce qu'on utilise, en fait, c'est la polarisation des électrons qu'on va transférer aux atomes dans le matériau pour augmenter le signal, pour essayer de combattre cette difficulté qu'on a en RMN de la sensibilité. Et donc là, vous pouvez voir, alors la difficulté principale, c'est que les applications DNP actuellement, c'est principalement à très basse température, à 100 Kelvin, en rajoutant un radical en contact avec le matériau. Donc là, dans une batterie, ce n'est pas forcément évident à faire, 100 Kelvin avec un radical qui va probablement réagir avec les électrodes. Donc, pour des applications ex situ, compréhension mesures de petites quantités, de SEI par exemple, ou de choses comme ça, en ex situ c'est possible. Par contre, en in situ, ça paraît compliqué. Et là, l'approche est un peu différente. Ça a été d'utiliser les électrons qui sont présents dans le lithium lui-même. Parce qu'en fait, cet effet DNP a vraiment été découvert dans le lithium métallique. Donc on va utiliser les électrons qui sont dans le lithium métallique. On va appliquer des micro-ondes pour créer la polarisation électronique. Et ensuite, par relaxation, elle va être transférée aux atomes de lithium qui sont dans le métal. Donc on va augmenter le signal du lithium métallique, mais également par diffusion de spin, donc transfert de polarisation, si on veut, entre les ions lithium dans le métal et à proximité dans l'espace, donc dans la SEI. Et donc vous pouvez voir ici, en bleu, vous avez le spectre qui est fait sans effet DNP. En rouge, le spectre avec effet DNP. Vous voyez qu'on augmente drastiquement le signal du lithium métallique, mais on augmente également le signal du lithium dans la SEI. Et donc on va pouvoir faire des études de ce qui se passe. Et donc l'avantage ici, c'est qu'en fait, on va exciter sélectivement une partie de la batterie en utilisant ce phénomène qui n'a lieu que pour le lithium métal. Donc quelque part, on localise sans avoir besoin de faire de l'imagerie. Et donc à partir de là, alors là ça a été fait ensuite en ex situ, mais à partir de là, du coup, on va pouvoir comparer par exemple la SEI dans un électrolyte classique et dans un électrolyte avec FEC, soit en mesurant directement la RMN du proton, ou en faisant des transferts du lithium vers le proton. Et donc on va voir seulement les protons qui sont en contact avec le lithium métallique, donc seulement les protons qui sont dans la SEI. Et donc on peut identifier comme ça qu'on a beaucoup plus de polymères de dégradation de l'éthylène, du carbonate d'éthylène dans le LP30 que dans le LP30 avec du FEC. Et donc on va pouvoir faire des comparaisons en fonction des électrolytes. Donc là vraiment ça ouvre toute une gamme de possibilités où on va utiliser les techniques de RMN un peu plus avancées en ayant sélectionné uniquement la SEI grâce à cet effet DNP. Voilà un peu les perspectives. Donc, je vais juste faire une petite conclusion rapide. Donc, avec la résonance magnétique, on peut évidemment faire des études de mécanismes. Mais surtout, au final, je pense que c'est l'imagerie spectroscopique en in situ qui amène le plus parce qu'on obtient une information spatiale. On va pouvoir différencier les différents composants de la batterie et en même temps
par la dimension spectroscopique, avoir cette information chimique. Je pense que la combinaison RMN-RPE dans pas mal d'applications a de l'intérêt. Et puis ce côté diagnostic par empreinte, dans le cas où on veut vraiment faire de la caractérisation sans forcément avoir la compréhension fine derrière. Ça va être des études statistiques de type peut-être deep learning aussi, où on va pouvoir faire des bases de données et puis développer des choses comme ça. Voilà, et puis pour finir, je voulais remercier le laboratoire et puis en particulier les gens avec qui on a travaillé au CEMTI sur ces matériaux, et puis les laboratoires du RS2E avec qui on travaille beaucoup, donc le Collège de France, le LRCS, l'ICMCB, l'ICGM, le LASIR pour la RPE. Et puis merci pour votre attention.